à 35 pieds au-dessus de l'Atlantique, où la nuit déployait son manteau d'étoiles scintillant au-delà des hublots ovales, Léon Dubois, un adolescent noir de 17 ans, vêtu d'un hoodie délavé orné d'un logo fané de l'université Howard, comprit deux vérités absolues. Une femme enceinte, 3 rangées devant lui, luttait désespérément pour sa vie, et tous les regards à bord de l'avion se tournaient vers la mauvaise personne pour la sauver. Un cri perçant, chargé d'angoisse, déchira le bourdonnement monotone des moteurs, brisant la quiétude feutrée de la cabine comme une lame tranchante. « Elle ne respire plus. Aidez-la, je vous en prie. » La voix d'un homme, rauque et brisé par la peur, ricocha dans l'espace confiné, arrachant les passagers à leur torpeur. Sophie, l'hôtesse en chef, une femme d'une trentaine d'années au chignon impeccable et au sourire professionnel teinté d'une panique naissante, accourut, suivie de près par sa collègue Émilie, dont les mains tremblaient légèrement alors qu'elle portait une trousse de premier secours. À quelques rangées devant Léon, en première classe, un homme distingué aux cheveux poivre et Celle, Antoine Lefèvre, se penchait sur une femme élégante, claire, dont le ventre arrondi trahissait une grossesse avancée. Ses lèvres prenaient une teinte bleutée alarmante et ses yeux, écarquillés, cherchaient l'air avec une urgence muette, comme une noyée implorant une bouffée d'oxygène. « Je suis financier, pas médecin !» s'écria Antoine, sa voix tremblante de désespoir alors qu'il serrait la main de sa femme, leurs doigts entrelacés, les siens, pâles et frêles, les siens, ornés d'une alliance en or blanc qui captait les lumières tamisées de la cabine en éclats rythmiques. Sophie fouillait frénétiquement la trousse médicale, ses gestes précipités trahissant son anxiété, tandis qu'Émilie lançait des regards implorants à travers la cabine, espérant dénicher un sauveur parmi les passagers. Mais leurs yeux glissèrent sur Léon, assis en classe économique, coincé entre un homme d'affaires corpulent et une vieille dame endormie contre le hublot, comme s'il était invisible. Il comprenait pourquoi. Qui pourrait imaginer que un adolescent noir vêtu de jeans élimés et d'un sweat usé aurait des réponses à offrir dans une crise aussi grave? Pourtant, Léon savait exactement ce qui se passait. Il avait vu ces symptômes auparavant dans les crises de son grand-père, Henri, atteint d'une maladie pulmonaire chronique et d'insuffisance cardiaque. Ce qui se déroula dans les 30 minutes suivantes allait bouleverser à jamais la vie de tous ceux impliqués, en particulier celle d'Antoine, qui découvrirait bientôt ce que Léon demanderait en retour, une requête si inattendue, si profondément humaine, qu'elle le forcerait à affronter des préjugés enfouis si loin dans son âme qu'il n'avait jamais osé reconnaître leur existence. Des préjugés forgés par une vie de privilège dans les cercles huppés de Paris. 8 heures plus tôt, Antoine Lefèvre descendit de sa berline noire rutilante, une Citroën DS9, digne des boulevards parisiens, devant le terminal international de JFK à New York. Ses mocassins en cuir italien, polis à la perfection et valant plus que le salaire mensuel de bien des gens, claquaient sur le trottoir humide de pluie. À 58 ans, cet homme d'affaires français, qui avait bâti un empire financier à partir de rien, portait l'assurance naturelle de ceux pour qui les portes s'ouvrent sans effort, un trait typique des élites parisiennes, habituées à naviguer dans les sphères du pouvoir. Mais ce jour-là, toute sa richesse et son influence semblaient vaines alors qu'il guidait doucement sa femme, Claire, hors de la voiture, un bras protecteur autour de sa taille, son ton empreint de cette tendresse, bourru des maris français qui cachent leur inquiétude sous une façade de contrôle. À 43 ans, Claire Lefèvre restait d'une beauté saisissante, sa grossesse lui conférant une aura presque mystique, comme ces madones des tableaux de la Renaissance exposés au Louvre. Ses cheveux blonds, coupés au carré avec une précision parisienne, encadraient un visage souvent aperçu dans les pages des magazines, lors de galas de charité, à Paris, Monaco ou Cannes. Mais ce jour-là, des rides d'inquiétude marquaient son front, et sa main reposait instinctivement sur son ventre arrondi, un geste universel, mais empreint d'une élégance discrète, comme si elle avait appris à rester gracieuse même dans l'incertitude. « Je vais bien, Antoine », insista-t-elle, sa voix douce mais ferme, reflétant cette résilience élégante des femmes françaises qui savent dissimuler leur faiblesse. Le docteur Lambert a dit que voler au 2e trimestre est sans danger, et je veux être à tes côtés quand tu recevras ton prix à Paris. Antoine hocha la tête,
mais ses yeux sombres trahissaient une anxiété qu'il ne pouvait masquer. Après 3 fausses couches et des années de traitement de fertilité, cette grossesse à 28 semaines était un miracle, un espoir fragile qu'ils osaient enfin nourrir. Comme un couple de Parisiens priant dans une chapelle silencieuse de Saint-Germain-des-Prés, première classe, voiture privée à Paris, médecin de garde, récita-t-il, comme une litanie, autant pour se rassurer que pour apaiser Claire, son ton rappelant celui d'un homme d'affaires français, organisant un dîner parfait au Ritz. J'ai tout prévu, comme toujours. Claire leva les yeux au ciel avec un sourire affectueux, un geste si typiquement français, mêlant ironie et tendresse, comme une Parisienne taquinant son mari sur son obsession du contrôle. « C'est pour ça qu'on te donne ce prix de philanthrope de l'année, n'est-ce pas ?» répondit-elle, taquine, faisant référence à la cérémonie organisée par une fondation parisienne prestigieuse, où Antoine devait être honoré pour son projet ambitieux, un centre médical au Sénégal destiné à servir des milliers de patients démunis. Ce projet, bien que né d'une stratégie fiscale suggérée par ses conseillers, avait pris une dimension plus profonde grâce à l'engagement passionné de Claire, qui avait insufflé une âme à ce qui n'était au départ qu'un calcul financier. À quelques mètres de là, un taxi jaune s'arrêta discrètement, loin du faste de la berline des Lefebvre. Léon Dubois en sortit, un sac à dos usé sur l'épaule, comptant soigneusement les billets froissés pour payer la course, chaque dollar compté avec la prudence d'un jeune homme qui sait que l'argent est rare. Le trajet depuis l'appartement de son grand-père dans le Bronx avait coûté plus cher que prévu, et il glissa le dernier billet de 20 dollars dans son portefeuille, son argent d'urgence, comme Henri l'avait exigé avec cette autorité douce mais ferme des aînés français. « Tu vas les épater, mon garçon ?» lui avait dit son grand-père ce matin-là, ses mains noueuses ajustant le col de Léon avec une tendresse maladroite, un geste qui rappelait les grands-pères français serrant leurs petits-enfants avant un départ important. À 73 ans, Henri Dubois, malgré son insuffisance respiratoire et les médicaments qui engloutissaient son maigre revenu de retraité, restait une force indomptable, un patriarche à la française dans l'âme, même s'il avait grandi à New York. Ses origines haïtiennes, héritées de ses parents immigrés, se mêlaient à une dignité forgée par des décennies de labeur, comme ouvrier d'usine dans une ville qui ne pardonnait pas facilement aux outsiders. Léon entra dans le terminal animé, son billet d'avion imprimé serré dans la main, le cœur battant d'excitation et de peur. Il n'avait jamais pris l'avion, n'avait jamais quitté New York, et pourtant, dans quelques heures, il serait à Paris pour le Programme international des jeunes médecins d'avenir, un programme sélectif qui n'acceptait que 50 étudiants dans le monde entier. Sa professeure de biologie, Madame Carter, une femme stricte mais bienveillante, avait écrit dans sa lettre de recommandation qu'il était un talent d'une génération, doté d'une compréhension intuitive de la physiologie humaine, une qualité rare qu'elle comparait à l'instinct des grands médecins français comme Pasteur ou Charcot. Ce qu'elle n'avait pas mentionné, c'était que cette connaissance avait été forgée dans l'urgence. Léon était le principal soignant de son grand-père, surveillant son état, administrant ses médicaments complexes avec la précision d'un pharmacien de quartier à Montmartre et apprenant à reconnaître les signes précoces de crise pulmonaire ou cardiaque. À 16 ans, il pouvait prendre les constantes vitales avec l'aisance d'un étudiant en soins infirmiers et connaissait par cœur les contre-indications de chaque médicament dans l'armoire de la petite salle de bain de leur appartement du Bronx, un espace exigu où chaque flacon était rangé avec la minutie d'un apothicaire français. En traversant le terminal bondé, Léon remarqua les regards subtils mais familiers. Les agents de sécurité qui le suivaient des yeux avec suspicion, les mères qui rapprochaient leurs enfants comme par réflexe, les employés qui semblaient hésiter à lui adresser la parole. Il était habitué à cette chorégraphie silencieuse de préjugés, une réalité aussi pesante que l'air humide des rues du Bronx en été, mais aujourd'hui, cela le blessait davantage. Ce voyage était censé être celui de la reconnaissance, de son esprit, de son potentiel, pas de son apparence ou de son origine. Il voulait être vu comme un futur médecin, pas comme un adolescent noir du Bronx, un cliché que trop de gens associaient à des problèmes plutôt qu'à des solutions. Perdu dans ses pensées, il évita de justesse un chariot à bagages poussé par un employé pressé et aperçut le couple élégant qu'il avait vu dehors, Antoine et Claire, dirigé avec déférence vers l'enregistrement en première classe, où le personnel s'empressait autour d'eux comme autour de dignitaires dans un hôtel particulier du 6e arrondissement.
Léon, lui, se dirigea vers la longue file de la classe économique, ses fiches de révision médicale glissées dans la poche de son hoodie. Il murmura pour lui-même, comme un étudiant français répétant ses leçons avant un oral au lycée: embolie pulmonaire, essoufflement soudain, douleur thoracique, rythme cardiaque rapide. Ces mots, qu'il révisait pour son entretien à Paris, allaient bientôt devenir une réalité terrifiante, une épreuve qui mettrait à l'épreuve non seulement ses connaissances, mais aussi son courage face au jugement des autres. Dans le salon de première classe, un espace luxueux digne d'un restaurant étoilé parisien, Antoine parcourait ses emails sur son téléphone, ses lunettes à monture d'écaille glissant légèrement sur son nez. Claire, quant à elle, feuilletait un numéro de Maman, Bébé, un magazine français qu'elle avait acheté à l'aéroport, ses doigts élégants tournant les pages avec une grâce naturelle. L'ambiance feutrée, avec ses fauteuils en cuir souple et son éclairage tamisé, créait une bulle de privilège, isolant le couple du chaos du terminal. « Encore des contractions de Braxton Hicks !» murmura Claire. Une main pressée contre son flanc, son ton léger mais teinté d'une légère inquiétude, comme une Parisienne refusant de céder à la panique. « Elles sont plus fréquentes ces derniers temps ?» Antoine releva les yeux, immédiatement alarmé, son instinct protecteur prenant le dessus. « Faut-il appeler le docteur Lambert ?» demanda-t-il, son accent français plus marqué sous l'effet de l'inquiétude, un accent qui rappelait les conversations animées dans les cafés de Saint-Germain. Claire sourit pour le rassurer, un sourire qui rappelait les femmes parisiennes, élégantes même dans l'adversité. « C'est normal, Antoine. Souviens-toi des cours de préparation à l'accouchement à l'hôpital américain de Neuilly. Mon corps s'entraîne, c'est tout. » Antoine hocha la tête, mais son attention restait partagée. La Fondation Lefebvre finalisait un projet ambitieux, un centre médical au Sénégal, qui servirait des milliers de patients démunis dans une région où l'accès aux soins était presque inexistant. Ce projet lui valait le prix de philanthrope qu'il devait recevoir à Paris, une distinction qui flattait son ego, mais qui, au fond, le laissait ambivalent. Il savait, même s'il ne l'admettait pas à haute voix, que tout avait commencé comme une stratégie fiscale, une idée de ses conseillers, pour optimiser les comptes de sa société. Ce n'était que grâce à l'engagement passionné de Claire, qui avait passé des heures à collaborer avec des ONG et à visiter des cliniques africaines, que le projet avait pris une réelle signification, devenant une cause qu'elle portait avec la ferveur d'une bénévole dans une association caritative française. Monsieur Lefebvre interrompit un employé du salon avec la déférence réservée aux clients de haut rang. « Nous commençons l'embarquement. Puis-je vous escorter, vous et madame, jusqu'à la porte ?» Antoine acquiesça, aidant Claire à se lever, son geste empreint de cette galanterie française qu'il cultivait naturellement. Pendant ce temps, en classe économique, Léon, coincé entre un homme d'affaires corpulent qui monopolisait les accoudoirs et une vieille dame endormie contre le hublot, révisait ses fiches de terminologie médicale, ses doigts effleurant les bords usés des cartes qu'il avait fabriquées lui-même. « Embolie pulmonaire !» murmura-t-il, sa voix à peine audible dans le brouhaha de l'embarquement. Symptômes: essoufflement soudain, douleur thoracique, rythme cardiaque rapide. Il ne savait pas encore que ces mots deviendraient bientôt une réalité terrifiante, une épreuve qui allait non seulement tester ses connaissances, mais aussi sa capacité à surmonter les barrières invisibles dressées par les préjugés. Alors que l'avion décollait, s'élançant dans le ciel nocturne, Léon sentit une bouffée d'excitation mêlée d'appréhension. Il imaginait Paris, les rues pavées du quartier latin, les cafés où les intellectuels débattaient, les amphithéâtres où il présenterait ses ambitions de devenir médecin. Ce voyage était sa chance, financé par des années d'économie, des petits boulots après l'école, et une modeste assurance vie laissée par sa mère, décédée d'un cancer du sein 3 ans plus tôt. Le programme à Paris offrait une bourse complète pour les 10 meilleurs candidats, une opportunité qui pourrait changer la vie de Léon et de son grand-père. Coincé dans un appartement exigu du Bronx où le chauffage fonctionnait à peine et l'ascenseur était en panne depuis des mois. 4 heures après le décollage, la cabine était plongée dans une obscurité apaisante, les passagers assoupis dans cet espace liminal entre départ et arrivée. Léon, incapable de dormir à cause de l'excitation pour son entretien à Paris, s'était levé pour s'étirer près de la cuisine arrière, révisant ses fiches à la lueur douce des lumières de service. Sophie, l'hôtesse, lui adressa un sourire chaleureux, son badge indiquant son prénom avec une élégance discrète. « Vous devriez dormir, jeune homme, dit-elle, son ton maternel rappelant une tante française
offrant un conseil bienveillant. Long vol encore. Oui, madame, répondit Léon avec la politesse que son grand-père lui avait inculquée, une politesse presque formelle, comme celle d'un élève français s'adressant à un professeur, juste un peu nerveux. Première fois en avion. Sophie rit doucement, ses yeux plissés par des pattes d'oie amicales. Transatlantique pour une première? C'est ambitieux. Vous allez où? Paris, pour un programme médical. Je veux devenir médecin, répondit Léon, sa voix teintée de fierté contenue. Sophie haussa un sourcil, impressionnée, son regard s'adoucissant. C'est quelque chose. Mon fils de votre âge ne pense qu'aux jeux vidéo et à ses amis sur la place du Trocadéro. Un signal lumineux interrompit leur conversation et Sophie s'excusa. Le devoir m'appelle. Première classe, probablement encore du champagne, dit-elle avec un clin d'œil, poussant son chariot vers l'avant de l'avion. Léon retourna à son siège, se faufilant entre ses voisins endormis, son esprit vagabondant vers les différences entre son monde et celui des passagers de première classe, où l'on servait du champagne et où les sièges se transformaient en lits. Il pensa à Claire et Antoine, qu'il avait vus à l'aéroport, se demandant quelles étaient leurs préoccupations, certainement pas comment étirer 20 $ pour 2 jours à Paris en attendant la bourse du programme. En première classe, Claire s'agitait dans son siège spacieux, malgré le confort digne d'un hôtel particulier parisien. Une douleur croissante dans la poitrine la tiraillait, accompagnée d'une sensation d'oppression qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. « Antoine », murmura-t-elle, ne voulant pas l'inquiéter, alors qu'il somnolait à ses côtés, épuisé par une semaine de réunion à New York. « Je me sens oppressé. » Antoine se réveilla en sursaut, son instinct protecteur prenant le dessus, ses années d'insomnie dues aux affaires le rendant immédiatement alerte. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il, pressant le bouton d'appel avec une urgence contenue. « Ce n'est rien, » tenta-t-elle de le rassurer, sa voix tremblante malgré son effort pour rester calme, juste un peu essoufflée. Sophie apparut rapidement, son sourire professionnel s'effaçant en voyant la pâleur de Claire. « Madame Lefebvre, ça va ?» demanda-t-elle, prenant son pouls avec une efficacité entraînée. Claire grimaça, une douleur plus aiguë interrompant ses mots. « J'ai du mal à respirer. » Sophie échangea un regard alarmé avec Émilie. « Je vais chercher la trousse de secours. » Émilie demande s'il y a un médecin à bord, ordonna-t-elle, son ton ferme mais teinté d'une angoisse qu'elle peinait à masquer. Antoine, paniqué, serrait la main de Claire, son visage trahissant une peur qu'il n'avait jamais connue, même lors des crises financières qui avaient menacé son empire. « Aidez-la !» cria-t-il, sa voix brisant le calme feutré de la cabine, attirant l'attention des autres passagers de première classe, qui relevaient la tête avec une curiosité mêlée d'inquiétude. Les murmures se répandirent dans l'avion, réveillant les passagers endormis. En classe économique, Léon, tiré de ses pensées par le tumulte, entendit les chuchotements. Femme enceinte, essoufflement, première classe. Les symptômes déclenchèrent une alarme dans son esprit, comme un signal d'urgence dans un hôpital parisien. Il avait vu son grand-père lutter contre des crises similaires l'année précédente, une embolie pulmonaire qui avait failli lui coûter la vie. La grossesse, il le savait grâce à ses lectures, augmentait ce risque de manière significative. Un homme d'âge mûr, docteur Martin, un radiologue français en vacances, se leva hésitant en classe affaires. « Je ne suis pas urgentiste, mais je peux regarder », dit-il à Émilie, sa voix teintée d'incertitude, comme un médecin parisien craignant de sortir de sa spécialité. Léon, poussé par l'urgence, leva la main, son cœur battant à tout rompre. « Je ne suis pas médecin, » dit-il, sa voix plus ferme qu'il ne l'aurait cru. « Mais je pense savoir ce qui se passe. » Émilie le dévisagea, surprise par son jeune âge et son apparence, son hésitation reflétant le scepticisme typique d'un monde où les apparences dictent souvent les jugements. « Nous avons besoin d'un professionnel, jeune homme. Restez assis, » répondit-elle, son ton sec, mais professionnel. « Ça pourrait être une embolie pulmonaire, » insista Léon plus fort, sa voix portant à travers le brouhaha. « La grossesse augmente le risque par 5. A-t-elle un gonflement dans une jambe? Est-elle essoufflée entre ses mots ?» Émilie hésita, ses yeux passant de Léon à docteur Martin, qui hocha la tête, impressionné malgré lui. Un cri plus urgent d'Antoine, « Aidez ma femme », la décida. « Venez avec moi, dit-elle à Léon, lançant un regard à docteur.
Martin pour qu'il les suive, son geste rapide trahissant l'urgence. En première classe, la scène était un chaos contenu dans le luxe. Claire, à moitié allongée dans son siège, respirait avec difficulté, son visage couvert d'une sueur froide, ses mains crispées sur son ventre, comme pour protéger l'enfant qu'elle portait. Antoine, désemparé, criait « Où est le médecin ?» Sophie présenta Léon et docteur Martin, sa voix tremblante. « Ce jeune homme pense savoir ce qui se passe, dit-elle, tandis qu'Émilie ajustait un masque à oxygène sur le visage de Claire, qui s'agitait, paniquée. Antoine dévisagea Léon, ses yeux passant de son hoodie usé à son jeune visage, son expression mêlant incrédulité et désespoir. Lui, demanda-t-il, sa voix chargée de suspicion, comme un Parisien habitué à juger les gens sur leur apparence dans les salons huppés de l'avenue Montaigne. « Où est le vrai médecin, docteur ?» Martin, mal à l'aise, admit. « Je suis radiologue, pas urgentiste. Je peux aider, mais je ne suis pas sûr. » Léon, ignorant les regards sceptiques, s'approcha de Claire, sa présence calme contrastant avec la tension ambiante. « Madame, dit-il doucement, sa voix empreinte d'une autorité surprenante, avez-vous une douleur ou un gonflement dans une jambe? Peu? Être depuis hier ?» Claire hocha la tête, faiblement, indiquant son mollet gauche. « Depuis hier, je pensais que c'était normal, la grossesse. » Léon se tourna vers Sophie, son ton ferme mais respectueux. « Il faut surélever ses jambes, lui donner de l'oxygène, et si vous avez de l'aspirine dans la trousse, elle doit en prendre une immédiatement, c'est un anticoagulant. Vérifiez aussi s'il y a de l'héparine injectable dans le kit avancé. » Sophie et docteur Martin échangèrent un regard, stupéfaits par la confiance du jeune homme. « Comment savez-vous ça ?» demanda Antoine, sa voix oscillant entre suspicion et désespoir, comme un homme d'affaires français confronté à une situation qu'il ne pouvait contrôler. « Mon grand-père a des problèmes pulmonaires, » répondit Léon, son regard direct rencontrant celui d'Antoine. « J'ai appris à reconnaître les signes. J'étudie la médecine depuis mes 12 ans pour lui. » Sous la direction de Léon, Sophie ajusta le masque à oxygène, tandis que docteur Martin, impressionné, fouillait la trousse et trouvait une dose d'aspirine. « Il a raison, » murmura-t-il à Sophie, sa voix teintée d'admiration. « Une embolie pulmonaire est probable. L'aspirine peut aider en attendant l'hôpital. » Antoine, toujours sceptique mais à court d'options, observa Léon repositionner doucement Claire, expliquant chaque geste avec une assurance qui semblait incongrue pour un adolescent de son âge. « Le caillot vient probablement de sa jambe, expliqua-t-il, maintenant un contact visuel avec Claire pour la calmer, comme un médecin français rassurant un patient dans une clinique de province. L'aspirine empêchera qu'il grossisse. L'oxygène aidera votre respiration. On doit vous emmener à l'hôpital rapidement. » Claire, malgré sa panique, sembla se calmer sous son ton apaisant, ses yeux s'accrochant à ceux de Léon comme à une bouée de sauvetage. « Comment savez-vous tout ça ?» demanda Antoine, sa voix adoucie par un émerveillement naissant, un sentiment rare pour un homme habitué à tout contrôler. « Parce que je devais savoir, » répondit Léon, croisant enfin son regard avec une franchise désarmante. « Mon grand-père dépend de moi. » Le commandant annonça par l'interphone une descente d'urgence vers Reykjavik, l'endroit le plus proche avec des installations médicales adaptées. Alors que l'avion changeait de cap, inclinant légèrement vers le nord, Claire respirait mieux grâce à l'oxygène, mais son état restait précaire, et le bébé montrait des signes de détresse, son rythme cardiaque accéléré détecté par un moniteur fœtal portable dans la trousse. Léon resta à ses côtés, surveillant ses signes vitaux avec l'équipement limité, sa présence apaisant Claire, qui serrait sa main avec gratitude. « Mon grand-père dit toujours que la panique vole l'oxygène dont on a besoin, » dit-il à Claire, avec un sourire doux, un sourire qui rappelait la sagesse des anciens dans un village français. « Alors, on va rester calme ensemble, vous, moi et votre bébé. » Antoine, observant cet adolescent qu'il aurait ignoré en temps normal, un jeune qu'il n'aurait même pas envisagé comme serveur dans un de ses restaurants parisiens favoris, sentit quelque chose vaciller en lui. Dans cette cabine suspendue à 35,0 pieds, où il n'y avait nulle part où se cachaient les barrières de classe et de race qu'il avait toujours considérées comme naturelles, presque invisibles, commençait à se fissurer. Sophie, impressionnée par la maturité de Léon,
murmura Émilie. Ce garçon, il est incroyable, docteur. Martin, qui avait repris un peu d'assurance en suivant les directives de Léon, hocha la tête. Il a un instinct médical que l'on ne peut pas enseigner, dit-il, son ton reflétant l'admiration d'un professionnel pour un novice. Alors que l'avion entamait sa descente vers Reykjavik, Antoine s'approcha de Léon, sa voix rauque d'émotion. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il, les mots simples mais lourds de sens. « Léon Dubois, monsieur, répondit-il, sa politesse intacte malgré l'intensité du moment. Merci, Léon, dit Antoine, les mots semblant insuffisants pour exprimer la gratitude qui l'envahissait. Ne me remerciez pas encore, monsieur, répondit Léon, son regard sérieux. Elle a besoin de soins appropriés, et vite. Le bébé aussi. Il hésita, puis ajouta « J'étais censé avoir un entretien à Paris demain matin. Je suppose que ce ne sera pas possible maintenant. » Quelque chose passa dans les yeux d'Antoine. Une reconnaissance peut être du sacrifice que cet adolescent faisait sans même y penser. Mais avant qu'il ne puisse répondre, l'avion toucha le sol irlandais et l'urgence de transférer Claire à l'hôpital prit le dessus, mettant fin à ce moment suspendu où deux mondes, si différents, s'étaient croisés de manière inattendue. Dans la lumière crue des néons de l'hôpital Landspitali de Reykjavik, où le temps semblait figé dans une bulle de stérilité, Claire Lefebvre reposait, stabilisée mais fragile, sous le regard vigilant des moniteurs, traçant les battements réguliers de son cœur et de celui de son bébé à naître. À quelques mètres, dans une salle d'attente aux chaises en plastique inconfortables, Antoine Lefebvre, l'homme d'affaires parisien, habitué au salon feutré du 7e arrondissement, triturait un gobelet de café froid, ses pensées oscillant entre une gratitude infinie pour la survie de sa femme et une agitation face à l'adolescent qui avait rendu ce miracle possible. Léon Dubois, 17 ans, était assis à l'autre bout de la pièce, ses épaules voûtées par la fatigue, son hoodie usé contrastant avec le costume sur mesure d'Antoine. La lumière blafarde accentuait la jeunesse de Léon, mais ses yeux vifs portaient une maturité forgée par des années de responsabilité. Il avait manqué son entretien pour le programme des jeunes médecins d'avenir à Paris, une opportunité qui représentait tout, une bourse pour l'université, un avenir en médecine, un moyen de sortir son grand-père, Henri, de leur appartement exigu du Bronx. Pourtant, Léon ne semblait pas amer. Il restait là, à 2 heures du matin, dans un hôpital islandais, préoccupé par Claire, plutôt que par son rêve brisé. Antoine, observant ce jeune homme qu'il aurait ignoré dans une autre vie, sentit une fissure dans son monde ordonné, où les hiérarchies sociales étaient aussi naturelles qu'un dîner au café de Flore. Ce qui se passa dans cette salle d'attente, et dans les heures suivantes, allait transformer la vision d'Antoine, portée par une requête de Léon si désintéressée qu'elle l'ébranlerait, l'obligeant à confronter les privilèges qu'il avait toujours tenus pour acquis. Lorsque l'avion avait atterri en urgence à Reykjavik, Claire avait été transportée en soins intensifs, une équipe médicale confirmant le diagnostic de Léon, une embolie pulmonaire aggravée par la grossesse. La docteure Anna Sørensen, une femme au regard perçant, avait expliqué à Antoine que l'intervention rapide de Léon, oxygène, aspirine, surélévation des jambes, avait probablement sauvé Claire et son enfant. Sans ces mesures, l'issue aurait pu être tragique, avait-elle déclaré, son ton professionnel teinté d'admiration. Antoine, encore sous le choc, avait hoché la tête, serrant la main de Claire, pâle mais respirant mieux, dans une chambre d'hôpital. Léon s'était effacé après avoir aidé, retournant en classe économique, comme si son acte héroïque n'était qu'un devoir. Sophie, l'hôtesse en chef, l'avait suivi, bouleversée. « Vous avez été incroyable, Léon, lui avait-elle dit, sa voix tremblante comme une Parisienne saluant un héros après une crise dans le métro. Sans vous, je ne sais pas ce que nous aurions fait. Léon avait haussé les épaules, son sourire timide, contrastant avec son assurance en pleine urgence. « J'ai fait ce que je pouvais, madame, répondit-il, sa politesse évoquant un jeune Français élevé dans le respect des aînés. Sophie, émue, lui tapa l'épaule. Un geste de complicité typique d'une rencontre française née dans l'adversité. Dans la salle d'attente, Antoine rompit le silence, sa voix rauque. « Vous devriez vous reposer, Léon, dit-il, son ton formel mais chaleureux. Il n'y a plus rien à faire ce soir. » Léon releva la tête, ses cernes trahissant sa fatigue. « Je vais bien, monsieur. »« Je veux juste savoir si elle va bien, » répondit-il, sa voix ferme, comme un jeune homme portant des responsabilités d'adulte.
Antoine hocha la tête, un nœud dans la gorge. Ce garçon, sans lien avec eux, veillait sur une inconnue dans un pays étranger. Parlez-moi de ce programme à Paris, demanda Antoine, curieux du sacrifice de Léon. Le jeune homme se redressa, une lueur de fierté dans les yeux. Les jeunes médecins d'avenir, c'est pour les lycéens qui veulent devenir médecins. Ils acceptent 50 étudiants dans le monde. Les 10 meilleurs obtiennent une bourse complète, expliqua-t-il, sa voix mesurée, comme s'il récitait un rêve caressé des années. Et vous l'avez manqué à cause de nous, constata Antoine, sa voix lourde de culpabilité. Léon haussa les épaules, masquant sa déception. Certaines choses comptent plus, dit-il, ces mots évoquant la sagesse d'un philosophe français. Mon grand-père dirait pareil. Bonté. Antoine tourna son gobelet, ses pensées tourbillonnant. Les mots de Léon, mon grand-père dépend de moi, peignaient un tableau éloigné des suppositions d'Antoine, habitué à juger en un instant, dans ses conseils d'administration parisiens. Votre grand-père, il a des problèmes de santé demanda-t-il, sa curiosité sincère. Léon hocha la tête, sans chercher la pitié. Insuffisance respiratoire, insuffisance cardiaque, arthrite. Je m'occupe de lui depuis que ma mère est morte, il y a 3 ans. On n'a que nous deux. Antoine absorba ces mots, reconstruisant l'image de cet adolescent, pas un garçon, mais quelqu'un qui avait endossé des responsabilités d'adulte, comme un jeune Français prenant la tête d'une famille après une tragédie. « Vos connaissances médicales viennent de là » demanda-t-il, admiratif. Léon acquiesça. « J'ai dû apprendre vite. Notre quartier n'a pas un accès facile aux soins. Quand ma mère a eu un cancer, j'ai lu tout ce que je pouvais. Après sa mort, j'ai continué pour mon grand-père. Il dit que j'ai un don, un sourire fugace, comme un enfant français, partageant une anecdote familiale. Il travaille trop pour que je puisse étudier, malgré son arthrite. Ce programme était important pour ça, pour changer les choses. » Antoine resta silencieux, les mots de Léon résonnant comme une vérité qu'il évitait de voir. Ce jeune homme avait affronté plus d'adversités en 17 ans que lui dans sa vie privilégiée, et pourtant il veillait sur une inconnue. « J'ai été injuste envers vous, » admit Antoine, les mots lui échappant. « Dans l'avion, j'ai vu… » Il s'arrêta, mal à l'aise, comme un Français confronté à ses contradictions. Léon le regarda, sans accusation. « Je sais ce que vous avez vu, monsieur, dit-il, comme énonçant une vérité universelle. J'y suis habitué. » Cette déclaration, sans amertume, frappa Antoine, portant le poids d'une vie à naviguer un monde où les apparences dictent la valeur. La docteure Anna Sørensen apparut, son clipboard en main. « Monsieur Lefebvre, votre femme vous demande, et Léon aussi, dit-elle. » Ils suivirent la docteure à travers les couloirs, jusqu'à une chambre où Claire, pâle mais respirant mieux, les accueillit avec un sourire. « Mes héros !» murmura-t-elle, sa voix chaude, comme une Parisienne recevant des amis. « Les médecins m'ont dit ce que vous avez fait, Léon. Vous avez vu ce que personne n'a vu. » Léon baissa la tête, intimidé. « N'importe qui, avec ses connaissances, aurait fait pareil, madame, dit-il, sa modestie française. »« Mais personne d'autre n'avait ces connaissances, » insista Claire, tendant une main qu'il prit. « Sans vous, moi et le bébé. » Elle s'arrêta, sa main sur son ventre. Antoine se pencha pour l'embrasser, sa tendresse parisienne intacte. « Comment vas-tu, ma chérie ?» demanda-t-il. « Mieux, » répondit Claire. Le caillot se dissout. « Le bébé va bien. » Elle serra la main de Léon. « Antoine m'a dit pour votre entretien. Une bourse, votre avenir. » Léon haussa les épaules, sa déception visible. « Ce n'est pas important maintenant, » dit-il. Mais sa mâchoire crispée trahissait son doute. Antoine, une décision prenant forme, parla. « Repose-toi, » dit-il à Claire. « Tu restes en observation 2 jours. J'ai réservé un hôtel. » Il se tourna vers Léon. « Vous aussi, Léon. La compagnie a arrangé des logements. J'ai veillé à ce que vous ayez une chambre. » Léon hocha la tête. « Merci, monsieur. Je dois appeler mon grand-père. Il va s'inquiéter. » Alors que Léon sortait, Antoine s'attarda, un tumulte en lui. Ce jeune homme défiait ses suppositions, forgées dans les cercles élitistes parisiens. « Il est remarquable, » murmura Claire. « Si jeune, si compétent, s'il n'avait pas été là. » Antoine hocha la tête, repensant à son scepticisme initial, un préjugé qui avait failli lui coûter cher. Le lendemain, une lumière pâle filtrait dans l'hôpital. Claire allait mieux, les anticoagulants agissant. « Tu as l'air épuisé, » dit-elle à Antoine, taquine, devant un petit déjeuner islandais. « Va à l'hôtel, prends une douche et trouve Léon. Je veux faire quelque chose pour lui. » Antoine acquiesça, embrassant son front,
un geste de couple parisien. À l'hôtel, il repéra Léon dans le café, penché sur un carnet. « Monsieur Lefebvre, comment va madame ?» demanda Léon, fermant son carnet. « Beaucoup mieux, grâce à vous, » répondit Antoine, s'asseyant. Il observa Léon, vêtements usés mais propres, posture digne malgré la fatigue. « La compagnie organise des vols de retour, » commença Antoine. « Mais je veux parler de compensation. » Le mot sonna maladroit et Léon se ferma. « Ce n'est pas ce que je veux dire, » corrigea Antoine. « Vous avez perdu une opportunité importante. » Léon répondit, citant son grand-père. « Les opportunités vont et viennent, mais faire le bien n'est pas négociable. » Antoine, touché, sourit. « Votre grand-père semble sage. J'aimerais le rencontrer. » Léon parut surpris. « Il dirait que je dois voir plus de monde, découvrir le monde. C'est pourquoi j'ai postulé à Paris. L'école de médecine, c'est cher, et nous n'avons pas cet argent. » Antoine, une décision cristallisant, parla. « Je veux vous aider, Léon, pas comme paiement, mais comme reconnaissance de votre talent. Une bourse pour vos études, un investissement dans un futur médecin. » Léon, partagé entre espoir et prudence, fixa le carnet. « C'est généreux, monsieur, mais… » Il hésita. « Ce n'est pas pour moi. Mon grand-père a besoin de meilleurs soins. Notre assurance couvre à peine les bases, et les spécialistes refusent Medicaid. Si vous voulez aider, c'est ça qui compte. » Antoine, pris de court, s'attendait à une demande d'argent ou de relations, pas à cette requête altruiste. « Bien sûr, dit-il, les meilleurs spécialistes, tout ce qu'il faut. » Léon secoua la tête. « Ce n'est pas juste pour lui. Dans notre quartier, beaucoup luttent pour les soins. La clinique communautaire est sous-financée, sous-équipée. » Il parla avec passion des disparités. Les aînés sans transport, les familles choisissant entre médicaments et nourriture. Antoine, écoutant, sentit une honte nouvelle. Son prix de philanthrope pour un projet au Sénégal semblait soudain creux face aux besoins sous ses yeux, dans une ville qu'il traversait sans voir. Jacques, l'assistant d'Antoine, arrivé à Reykjavik pour gérer la crise, interrompit. « Monsieur, un mot, dit-il, son ton sec, typique d'un Français soucieux de l'image de son patron. » À l'écart, il murmura. « Ce garçon, c'est risqué. Il pourrait exploiter votre gratitude. » Antoine, agacé, répondit. « Il a sauvé ma femme. » Sophie, présente à l'hôtel, intervint. « J'étais là, Jacques. Léon a agi sans hésiter. Il mérite votre confiance. » Sa voix, ferme comme celle d'une Française défendant une cause juste, fit taire Jacques. Antoine, revenant à Léon, proposa « Et si nous faisions plus ? Une initiative de santé pour votre quartier, avec votre aide, pas juste de l'argent, mais votre vision. » Léon, méfiant mais tenté, répondit « Si c'est sérieux, je veux que la communauté soit impliquée dès le début. Pas un projet qui disparaît. » Antoine hocha la tête. « D'accord. Une proposition formelle avec votre apport. » Alors qu'il retournait à l'hôpital, son esprit bouillonnait. Cette rencontre n'était pas une fin, mais un début, un défi à ses certitudes, un appel à devenir l'homme qu'il prétendait être dans ses discours philanthropiques. La lumière dorée de l'automne new-yorkais filtrait à travers les fenêtres poussiéreuses de l'appartement exigu d'Henri Dubois, dans un immeuble délabré du Bronx, où l'ascenseur en panne obligeait les résidents à gravir des escaliers usés par des décennies de pas. Antoine Lefebvre, vêtu d'un manteau en laine sombre taillé par un couturier parisien, se tenait maladroitement dans le salon encombré, ses yeux passant des meubles modestes, un canapé rapiécé, une table en bois marquée par le temps, à Henri, un homme de 73 ans, dont la silhouette voûtée ne masquait pas la dignité d'un patriarche haïtien français. À ses côtés, Claire, désormais à 32 semaines de grossesse, rayonnait d'une sérénité retrouvée, sa main reposant sur son ventre, comme pour ancrer ce moment de connexion improbable. Léon, debout près de son grand-père, observait la scène avec une prudence mêlée d'espoir, son loudis usé contrastant avec l'élégance du couple Lefebvre. Quelques mois plus tôt, à 35,0 pieds d'altitude, Léon avait sauvé Claire d'une embolie pulmonaire, un acte qui avait non seulement préservé une vie, mais aussi déclenché une chaîne d'événements menant à ce jour. Une visite d'Antoine et Claire dans le Bronx, non pas comme des philanthropes distants, mais comme des partenaires déterminés à comprendre la réalité d'un quartier qu'ils n'auraient jamais visité autrement. Cette rencontre, dans cet appartement où les murs portaient les cicatrices d'une vie de labeur, allait sceller une collaboration qui transcenderait les barrières de classe et de culture. La requête de Léon, améliorer les soins pour son grand-père et sa communauté, avait ébranlé Antoine, l'obligeant à confronter ses préjugés
et à redéfinir ce que signifiait être un philanthrope. Ce qui se déroula dans les semaines suivantes, culminant dans l'inauguration d'un centre de santé communautaire à Haarlem, ne changea pas seulement la vie des habitants du quartier, mais transforma profondément Antoine, lui montrant que la vraie générosité, comme un bon vin français mûri avec soin, naît de l'écoute et de l'humilité. 5 mois s'étaient écoulés depuis l'atterrissage d'urgence à Reykjavik. Claire, après une semaine d'hospitalisation en Islande, avait été autorisée à rentrer à Paris, où elle poursuivait sa grossesse sous surveillance étroite. Antoine, fidèle à sa promesse, avait organisé un appel avec les administrateurs du programme des jeunes médecins d'avenir, plaidant pour que Léon ait une seconde chance. Impressionné par son intervention dans l'avion, relayé par Sophie, l'hôtesse en chef, et confirmé par le docteur Anna Sørensen, les organisateurs avaient exceptionnellement accepté une vidéoconférence pour son entretien. Léon, avec la clarté et la passion d'un étudiant français défendant une thèse, avait brillé, décrochant une place parmi les 10 boursiers, un sésame pour une école de médecine à Paris ou aux États-Unis. Mais sa requête à Reykjavik, pas une bourse pour lui, mais des soins pour son grand-père et sa communauté, résonnait encore dans l'esprit d'Antoine. Ce jour-là, dans l'appartement d'Henri, il venait honorer cette promesse accompagné de Claire, dont la présence témoignait de leur gratitude. « Monsieur Dubois, commença Antoine, sa voix empreinte de cette courtoisie française qui masquait une nervosité inhabituelle, c'est un honneur de vous rencontrer. Léon nous a beaucoup parlé de vous. » Henri, appuyé sur une canne, ses lunettes glissant sur son nez, répondit avec un sourire chaleureux, son accent haïtien mêlé d'une cadence new-yorkaise. « C'est moi qui suis honoré, monsieur Lefebvre. Mon petit-fils dit que vous êtes un homme de parole. Et ici, ça vaut plus que l'or. » Claire, assise sur le canapé, sourit à ces mots, son élégance parisienne contrastant avec la simplicité du lieu, mais son regard était dénué de jugement, empreint d'une empathie sincère. « Léon a sauvé ma vie et celle de notre enfant, dit-elle, sa voix douce mais ferme, comme une Parisienne plaidant une cause au dîner. Nous sommes ici pour comprendre comment nous pouvons aider, pas seulement en votre nom, mais pour votre communauté. » Henri les invita à s'asseoir, offrant du café préparé dans une vieille cafetière française, un vestige de ses racines. Madame Dubois, la mère de Léon, entra alors, une femme d'une quarantaine d'années au port altier, malgré les cernes d'une enseignante surmenée. « Je suis Marguerite, dit-elle, sa voix mêlant fatigue et fierté. Merci d'être venu. Léon m'a dit que vous voulez faire quelque chose pour Haarlem. » Antoine hocha la tête, son ton sérieux. « Votre fils a fait plus que sauver ma femme. Il m'a montré une réalité que j'ignorais, une réalité que je veux aider à changer. » Marguerite échangea un regard avec Henri, puis avec Léon, une conversation silencieuse typique des familles françaises où l'on pèse les intentions des étrangers. « C'est un beau discours, dit-elle, son ton direct mais respectueux, comme une enseignante parisienne évaluant un élève. Mais ici, les promesses ne suffisent pas. Les gens ont besoin de résultats. » Antoine, habitué aux négociations dans des bureaux luxueux, sentit le poids de ce défi. Il n'était pas dans son élément, loin des salons parisiens où son nom ouvrait toutes les portes. Pourtant, il acquiesça, déterminé à prouver sa sincérité. Léon, qui était resté silencieux, intervint. « Grand-papa, maman, ils sont sérieux. Ils ont déjà contacté des gens pour le projet de centre de santé. » Il se tourna vers Antoine. « Mais je veux que ce soit clair. Ce centre doit être construit avec la communauté, pas pour elle. Les gens ici savent ce dont ils ont besoin. » Sa voix, ferme mais respectueuse, rappelait un jeune Français défendant une cause devant un conseil municipal. Antoine, impressionné, hocha la tête. « C'est exactement ce que je veux, Léon. Votre voix sera centrale. » Claire, émue, ajouta « Nous avons vu trop de projets caritatifs échouer parce qu'ils ignoraient les gens qu'ils prétendaient aider. Nous voulons faire les choses différemment, comme une association française qui écoute avant d'agir. » Henri, observant ce dialogue, tapa sa canne sur le sol, un geste d'approbation. « Bien, dit-il. Alors, venez voir notre réalité. Léon, emmène-les à la clinique communautaire. » L'après-midi, Léon guida Antoine et Claire à travers les rues animées du Bronx, où les odeurs de cuisine caribéenne se mêlaient à celles des food trucks et où les enfants jouaient sous les regards vigilants des aînés. La clinique communautaire, un bâtiment délabré aux murs tachés, était un symbole de lutte. Sous-financé, équipé,
mais animé par une équipe dévouée, dont Paul, un leader communautaire d'une trentaine d'années, charismatique et pragmatique. « Bienvenue, dit Paul, serrant la main d'Antoine avec une poigne ferme. « Léon m'a parlé de vous. Vous voulez aider? Voici où ça se passe. » Il les fit visiter, montrant des équipements vétustes, des files d'attente interminables et des patients qui repartaient sans soins complets faute de ressources. Antoine, habitué aux cliniques privées de Neuilly, fut frappé par cette réalité brute, si éloignée de ses projets philanthropiques au Sénégal, qui semblait soudain distant, presque abstrait. Claire, prenant des notes sur son carnet, posait des questions précises, son instinct de travailleuse humanitaire prenant le dessus. « Combien de patients par jour ? Quels sont les besoins prioritaires ? demandait-elle. Son ton rappelant une Française organisant une collecte de fonds à Paris. Paul répondit avec franchise. « On a besoin de tout, médecins, équipements, transport pour les aînés, mais surtout de respect. Trop de projets viennent d'en haut, sans nous écouter. » Antoine écoutait, ses certitudes vacillant. À Paris, ses initiatives caritatives étaient célébrées lors de galas, mais ici, dans ce quartier où chaque dollar comptait, il voyait la différence entre donner et comprendre. Léon, marchant à ses côtés, expliquait les défis quotidiens. Des familles choisissant entre médicaments et nourriture, des aînés sans accès à des spécialistes, des jeunes abandonnant leurs rêves pour survivre. « Mon grand-père a attendu 6 mois pour voir un pneumologue, dit-il, son ton factuel mais chargé d'émotion. Il tousse la nuit, mais il refuse de me le dire pour ne pas m'inquiéter. » Antoine, touché, pensa à son propre père, un avocat parisien décédé trop jeune d'une crise cardiaque, et à la facilité avec laquelle il avait accédé aux meilleurs soins. Cette pensée le ramena à ses préjugés dans l'avion, lorsqu'il avait jugé Léon sur son apparence, un réflexe qu'il reconnaissait maintenant comme indigne. De retour à l'appartement, Antoine s'assit avec Henri, Marguerite, Léon et Paul pour discuter du projet. Jacques, l'assistant d'Antoine arrivé de Paris pour superviser, exprima des réserves. « Monsieur, un projet local ici pourrait compliquer notre image en France. Les donateurs préfèrent des initiatives internationales, plus exotiques, dit-il, son ton sec, comme un conseiller parisien soucieux de stratégie. » Antoine, agacé, répondit « L'image m'importe peu, Jacques. Ce qui compte, c'est l'impact. » Claire, soutenant son mari, ajouta « Nous avons une dette envers Léon, mais aussi une opportunité de faire ce qui est juste, comme une fondation française qui agit avec cœur. » Paul, pragmatique, proposa un plan, un centre de santé avec des médecins locaux, des équipements modernes et un programme de formation pour les jeunes comme Léon. « On a des talents ici, dit-il, posant une main sur l'épaule de Léon. Il faut juste leur donner une chance. » Léon, rougissant légèrement, ajouta « Je veux que ce centre soit un lieu où les gens se sentent vus, pas juste soignés. » Les semaines suivantes furent un tourbillon d'activités. Antoine mobilisa ses contacts, levant des fonds auprès d'investisseurs français et américains, tout en insistant pour que Paul et Léon co-dirigent la planification. Marguerite, avec son expérience d'enseignante, organisa des réunions communautaires, recueillant les besoins des habitants, une démarche qui rappelait les consultations citoyennes dans les mairies françaises. Claire, malgré sa grossesse avancée, participa par vidéoconférence depuis Paris, apportant son expertise en gestion de projets humanitaires. Mais les défis étaient nombreux. Des partenaires d'Antoine, sceptiques, voyaient Harlem comme un pari risqué, et des tensions émergèrent sur la gouvernance du centre. Léon, fidèle à sa vision, insista pour que la communauté ait un pouvoir décisionnel, un principe qui résonnait avec les valeurs participatives françaises. Antoine, confronté à ces obstacles, se surprit à admirer la ténacité de Léon, qui naviguait ces discussions avec une maturité digne d'un leader associatif français. Le jour de l'inauguration du centre de santé, un bâtiment rénové aux murs peints de fresques colorées par des artistes locaux, le quartier s'anima d'une énergie festive. Des stands de nourriture caribéenne et soul food embaumaient l'air, et des enfants dansaient au son d'un groupe de jazz local. Claire, arrivée la veille avec Antoine, portait une robe fluide, son ventre désormais imposant. Elle avait accouché 1 mois plus tôt d'une fille, Henriette, nommée en l'honneur d'Henri, un geste qui avait ému le vieil homme aux larmes. « Vous avez donné à ma petite fille un nom qui porte mon histoire, avait-il dit, serrant la main d'Antoine avec une force surprenante. Lors de la cérémonie, Léon prit la parole, sa voix claire résonnant dans la foule. « Ce centre, c'est pour nous tous, dit-il,
sont en évoquant un orateur français lors d'une fête de village. C'est pour mon grand-père, pour ma mère, pour chaque personne qui a lutté pour être soignée. Merci à monsieur et madame Lefebvre, mais surtout à vous, la communauté qui avait fait de ce rêve une réalité. La foule applaudit, et Antoine, debout à côté de Claire, sentit une chaleur inattendue dans sa poitrine, un sentiment qu'il n'avait jamais connu lors de ses galas parisiens. Plus tard, alors que le soleil se couchait sur Harlem, Antoine s'approcha de Léon, qui observait les enfants jouer près du centre. « Vous avez changé ma vie, Léon, dit-il, sa voix rauque, comme un Parisien confessant une vérité profonde. Pas seulement en sauvant Claire, mais en me montrant ce qui compte vraiment. » Léon, embarrassé, haussa les épaules. « Vous avez fait ce centre, monsieur. Moi, j'ai juste parlé. » Antoine sourit, un sourire sincère, dénué de l'arrogance de ses débuts. « Non, Léon, vous avez construit un pont entre nos mondes. Et je compte bien le traverser encore. » Alors que les lumières du centre s'allumaient, illuminant le quartier, Antoine comprit que ce projet, né d'un moment de crise à 35 pieds, était plus qu'une œuvre de charité, c'était une leçon d'humanité, un héritage qui, comme une cathédrale française, perdurerait bien au-delà de sa vie. Cette histoire, tissée de courage et d'humilité, nous touche au cœur, comme une fable française où la générosité triomphe des préjugés. Léon, par son acte désintéressé, nous rappelle une valeur chère à la culture française, la solidarité, celle qu'on trouve dans les villages où l'on aide son voisin sans attendre de récompense. Antoine, transformé par cette rencontre, incarne une vérité universelle. Reconnaître ses erreurs demande du courage, mais c'est le premier pas vers une vie plus juste. En France, où les débats sur l'égalité et la justice sociale résonnent, cette histoire nous enseigne que l'écoute et l'action concrète, comme un dîner partagé entre amis, construisent des ponts entre les mondes. Appliquons cela dans nos vies, voyons au-delà des apparences, agissons avec cœur et bâtissons des communautés plus fortes. Si cette histoire vous inspire, likez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne. Laissez un commentaire pour partager vos réflexions et continuons à faire vivre ces valeurs ensemble.